C'était il y a 10 mois, jour pour jour. Le 7 octobre 2023, Israël était la cible de la pire attaque jamais subie sur son sol, du pire pogrom que le monde ait connu depuis la Seconde Guerre mondiale. Près de 1200 personnes tuées, plus de 250 capturées, un événement qui a marqué le début d'une guerre longue et complexe, guerre qui a également coûté la vie à de nombreux Palestiniens. Et pour en parler avec vous, Mickaël Dorian, Aurélie Assouline, fondatrice du collectif 7 octobre, est votre invitée. Bonjour Aurélie Assouline, merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Bonjour. Je le disais, c'était il y a 10 mois que le cauchemar a commencé. Il n'est pas terminé puisque de nombreuses familles sont encore dans l'attente. Tout à fait. Nous sommes à 306 jours de la prise d'otages. Il y a toujours 115 otages entre les mains du Hamas. On n'en parle plus beaucoup, mais il y a des milliers de personnes qui pensent à eux et qui tous les jours sont dans le désespoir de pouvoir revoir leurs proches ou pouvoir faire le deuil des corps, parce que il y a des vivants, mais il y a aussi beaucoup de morts qui sont pris en otage. Et ça, c'est terrible. 115 otages sont toujours retenus dans la bande de Gaza, dont 2 Français, c'est important de le rappeler. Dans quel état d'esprit se trouvent justement ces familles alors que la situation sur le plan diplomatique semble s'envenimer? La guerre a pris une autre tournure avec de plus en plus de tensions au nord et des pourparlers qui semblent au point mort, Aurélie Assouline. C'est le désespoir complet, pour être très honnête. Je suis en ce moment à Tel Aviv et je fais quelques passages au Forum des familles. Certains m'ont dit qu'ils pensaient que leur famille était en Iran. Enfin, tout le monde se pose des questions, mais sans aucune information. Vous savez comment l'esprit humain imagine vite tout et n'importe quoi, donc on ne sait pas. Et je pense que c'est la pire situation pour un membre d'une famille ou pour des amis. Et pour nous tous, en fait, puisque c'est un sujet qui devrait tous nous toucher. Vous savez qu'il y a toujours 2 enfants qui sont otages du Hamas, Ariel et Kfir, qui ont 1 an, et Ariel a eu 5 ans avant-hier. Voilà, c'est des situations que des enfants ne doivent pas être amenés à vivre. C'est inadmissible. Ariel et Kfir Biba, c'est évidemment l'état des familles. On peut difficilement même imaginer le fait d'être dans l'attente, comme vous venez de le souligner, sans nouvelles. Aurélie Assouline, vous le disiez, vous êtes à Tel Aviv. À Tel Aviv, on imagine que des hommages, des rassemblements vont avoir lieu aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, il y en a eu déjà pour les 300 jours, puisqu'on s'approche de la date symbolique de l'année. Il y en a eu aussi avant-hier pour les 5 ans de Kfir. Nous avons nous-mêmes fait, avec le collectif 7 octobre, un flash mob mondial avec tous les militants sur leur lieu de vacances. Donc, chacun a sorti une pancarte devant le grand public en disant pendant que vous passez de la crème solaire, pendant que vous faites du jet ski, n'oubliez pas qu'il y a toujours 115 otages entre les mains du Hamas, dont Ariel qui fête ses 5 ans aujourd'hui, qui fête entre guillemets, hein. Ouais. Et aujourd'hui, effectivement, il y aura des rassemblements. Ça se passe en général sur la place des otages, qui est Rafatoufim, qui est devant le musée des Arts à Tel Aviv. Alors justement, et à Paris, il y a une autre association avec laquelle nous travaillons, qui s'appelle les Bracelets Jaunes, et qui fait un rassemblement également aujourd'hui pour dessiner le visage des manquants. Alors justement, vous venez d'en parler. J'étais moi-même il y a quelques semaines à Tel Aviv. Je me suis rendu notamment sur cette place rebaptisée Place des Otages où le temps semble s'être totalement suspendu. Est-ce que vous pouvez nous la décrire, cette place, Aurélie Assouline? Oui, bien sûr. Quand vous arrivez sur la place, vous avez un grand panneau lumineux qui compte les jours et les heures, les secondes. Ouais. Vous avez plusieurs installations artistiques qui ont été faites par divers artistes ou par des familles, des objets commémoratifs ou d'espoir. Il y a un nombre près avec des jeunes étudiants du monde entier qui sont venus accrocher des feuilles avec des messages d'espoir en disant ce qu'ils ressentaient sur cette prise d'otage et sur le fait qu'on n'ait pas de nouvelles. Il y a une grande table immense de fête avec des chaises vides. C'est une installation qui perdure depuis 10 mois et qui change au fur et à mesure des artistes qui sont de otage. Quand vous y êtes passé, elle devait être avec une nappe grise. Absolument. En gris. Aujourd'hui, elle est un peu plus colorée. Elle a été changée cette semaine.
Vous avez une espèce de tente par-dessus, enfin, une espèce d'installation avec des rubans jaunes qui représente, le jaune représente la lutte pour la libération des otages et des mots sur chaque chaise pour chacun des otages qui sont toujours entre les mains du Hamas. Et pas très loin, vous avez les bureaux du Forum des familles qui s'occupent des familles et de leurs déplacements pour pouvoir parler au monde de leurs enfants, de leurs grands-pères, parce qu'il y a aussi des grands-pères qui sont encore otages. Et pour revenir sur la place des otages, vous avez aussi la reproduction dans des tunnels de Gaza pour que les gens puissent imaginer, se projeter. Tenter de se projeter. Ouais, il y a effectivement cette représentation d'un tunnel. Il y a aussi ce piano qui est au milieu de la place avec cette phrase « You are not alone », vous n'êtes pas seul. Je le disais... Piano, si je peux me permettre, oui. Ce piano appartient à Alon, qui est otage, qui est américano-israélien, pardon. Et donc, effectivement, c'est You are not alone, c'est aussi un jeu de mots avec son prénom, Alon. Alon. Je le disais, c'était il y a 10 mois, et pourtant ce massacre semble déjà devenu invisible pour certains. Pour quelles raisons, selon vous ? Il y a plusieurs raisons. D'abord, il y a la guerre qui vient occulter dans l'intérêt public, dans le débat public, ce sujet des otages, qui est sûrement sur un fond d'antisémitisme. Sûrement, de manière plus qu'avérée d'ailleurs, en tout cas en France. Sûrement, voire certainement même. Oui. J'aimerais qu'on évoque également... On a pu le voir pendant la campagne des européennes et même un petit peu sur les législatives. Donc, J'aimerais qu'on évoque également, Aurélie Assouline, un rapport publié courant juillet par l'ONG Human Rights Watch et dont on a finalement très peu parlé dans les médias. Rapport qui relate de nombreux crimes, notamment contre l'humanité perpétrés contre des civils lors des attaques du 7 octobre. On va en parler avec Ahmed Benchemsi, porte-parole et directeur de la communication de Human Rights Watch pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Bonjour, merci d'être avec nous en direct sur Europe 1 ce matin. Est-ce que vous pouvez nous détailler d'abord ce que dit ce rapport, Monsieur Benchemsi ? Bonjour. Notre rapport, d'abord, il faut souligner que c'est un rapport qui est complet, exhaustif, parce qu'il y a eu beaucoup de rapports et de communiqués de presse qui ont été publiés sur les événements du 7 octobre depuis qu'ils sont advenus, mais c'était toujours des photographies sur un sujet particulier ou sur un kibbutz particulier ou un lieu particulier. Nous, ça nous a pris 9 mois, le temps d'une gestation, pour que ce rapport sorte publiquement, parce qu'on a voulu que ce soit un travail exhaustif. On a en fait enquêté sur chacune de toutes les attaques qui ont eu lieu. Il y en a eu 19 contre des kibbutzim, 5 contre des moshavim, parce que c'est à peu près comme des kibbutzim, c'est des coopératives communautaires, les villes de Sderot et Ofakim, 2 festivals musicaux, et non pas un seul, comme on le pense souvent, parce qu'on a au Nova en tête, il y en avait un autre, et une fête sur la plage. Donc on a parlé à des témoins et analyser des preuves, des vidéos, des photos, enfin fait un travail d'investigation fouillé sur l'ensemble de ces sites. Et on est arrivé à un certain nombre de conclusions. D'abord, on a identifié les groupes, parce qu'on parle de Hamas, mais le Hamas est un des groupes. Alors c'est vrai que c'était le groupe qui était en tête de pont. Et ça, c'est très important, vous avez raison. Oui, il y en avait au moins 4 autres qui étaient les branches armées de différents groupes palestiniens et qui ont travaillé en coordination les uns avec les autres. Et donc nous avons démontré de manière systémique et avec des preuves que l'attaque menée le 7 octobre par ces différents groupes de manière coordonnée avait pour but de tuer des civils et de prendre autant d'otages que possible. C'est-à-dire, il y a parfois eu des communications venant du Hamas ou d'autres groupes qui disaient ça a dérapé en fait, le plan a dérapé. Oui. Le but était d'attaquer des casernes et des sites militaires en conformité avec les lois de la guerre. Et puis, comme les barrières ont été ouvertes et que tout le monde s'est mis à sortir de Gaza, on ne maîtrisait plus qui était qui. Et ce rapport démontre bien sûr que tout ça est faux. Alors non, il y a bien des civils qui sont passés et il y a bien eu quelques événements qui semblaient pas maîtrisés. Mais en tout cas, l'essentiel des meurtres de civils israéliens, et c'est ce que montre notre rapport, a été fait par des gens qui de façon intentionnelle.
Oui, et qui relevait d'un groupe ou d'un autre, comme nous avons identifié grâce à l'Eurobrando, grâce aux vidéos qui ont été postées sur les comptes des réseaux sociaux de ces différents groupes, etc. Donc nous avons démontré qu'il s'agissait d'une attaque coordonnée, intentionnelle, avec pour but de tuer des civils et de prendre des otages, ce qui constitue des crimes de guerre. Mais quand ce sont des crimes de guerre qui sont planifiés à large échelle, on a trouvé, c'est un legal finding, comme on dit en anglais, c'est-à-dire c'est une caractérisation légale que ça relevait du crime contre l'humanité. Alors c'est un travail énorme qui a été fait, et vous aviez raison de le signaler, Ahmed Benchemsi, par Human Rights Watch. Ce rapport qui est arrivé à un moment, il faut le dire, où les médias français étaient particulièrement concentrés sur la politique intérieure. C'est pour ça qu'on en a très peu parlé. Aurélie Assouline, est-ce que vous aviez pris connaissance, vous, de ce rapport ? Non, pas encore, mais maintenant j'en ai connaissance et je vais le lire avec beaucoup d'attention. Merci. Mais on était déjà certains, effectivement, que c'était des crimes contre l'humanité. Et on a un combat aussi contre l'UNRWA, qui est une organisation onusienne et qui a en tout cas plusieurs salariés qui ont participé aux prises d'otages et aux massacres. Et ça, c'est quelque chose qu'on essaye de faire reconnaître aussi, en tout cas en France, puisque nous finançons en France et en Europe l'UNRWA, et ça, c'est inadmissible. On a Ben qui est au téléphone avec nous et qui est un auditeur qui nous appelle de Tel Aviv. Bonjour Ben, merci de nous appeler ce matin sur Europe 1. Vous souhaitiez réagir à ce qui vient d'être dit? Oui, écoutez, bonjour et merci de nous donner la parole. Écoutez, ça fait 10 mois. 10 mois depuis le 7 octobre, 10 mois qu'on a des otages, qu'ils soient morts ou vivants, on n'en sait rien. 10 mois qu'on nous attaque dans tous les sens, dans le nord, depuis le nord, depuis la bande de Gaza, depuis la Judée-Samarie, dont on parle moins. Mais il y a encore des attaques, il y a encore des cellules du Hamas qui sont sur place et qui font des dégâts pas possibles, avec l'Iran qui tient la ficelle. On a les médias internationaux qui, certains font le travail et d'autres font pire que mal, à savoir balance des contre-vérités dans tous les sens, et ce qui évidemment alimente l'antisémitisme à l'étranger. On a des incertitudes, on a l'Iran évidemment qui tient les ficelles et qui tient un pays tout entier en otage parce qu'à tout instant ils peuvent nous taper dessus. On a le petit Ariel Bibas qui a fêté ses 5 ans son 5e anniversaire avec le Hamas. C'est quelque chose d'assez impressionnant. C'est un cauchemar qui n'est malheureusement pas terminé. Ben, vous allez rester avec nous, s'il vous plaît. On va vous redonner la parole dans un instant. On va remercier Aurélie Assouline qui était avec nous, fondatrice du collectif 7 octobre. Ahmed Benchemsi, vous pouvez rester également quelques minutes avec nous ? Oui, bien sûr, pas de problème. On accueille un autre invité dans un instant, Estelle. Oui, tout à fait, Mickaël. C'est Frédéric Ancel, docteur en géopolitique et spécialiste du Moyen-Orient, qui sera avec nous. À tout de suite. Europe 1 et vous, 11h, 13h, Mickaël Dorian. Il est 11h20 dans Europe 1 et vous. Et dans la suite de l'émission, Mickaël Dorian, vous receviez déjà tout à l'heure Ahmed Benchemsi, porte-parole et directeur de la communication de Human Rights Watch pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, qui est toujours avec nous. Et on reçoit également Frédéric Ancel, docteur en géopolitique et spécialiste du Moyen-Orient. Absolument. Bonjour Frédéric Ancel. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Nous étions également avec un auditeur, Ben, qu'on va essayer de rappeler depuis Tel Aviv. Alors j'en parlais tout à l'heure avec Aurélie Assouline du collectif 7 octobre. C'était il y a 10 mois et pourtant ce massacre semble déjà devenu invisible pour certains, massacre qui d'une certaine façon n'est pas terminé puisque 115 personnes sont toujours retenues en otage à Gaza, dont 2 Français. Pour quelles raisons, selon vous, Frédéric Ancel, pourquoi ce massacre finalement aujourd'hui semble avoir disparu ou en tous les cas n'est plus évoqué, n'est plus présent dans les mémoires collectives? Alors écoutez, il y a toujours plusieurs explications pour identifier un phénomène. Je vous dirais d'abord que depuis, malheureusement, la guerre fait rage. Et non seulement elle fait rage dans la région, et à Gaza notamment, mais pas seulement au nord d'Israël, puisque je rappelle quand même que un rythme pluricotidien, le Hezbollah prend plus des roquettes sur Israël, ce qui en droit international est strictement interdit. C'est d'autant plus vrai que la frontière internationale, elle est reconnue. Donc la guerre fait rage, elle fait rage bien sûr à Gaza, avec des dizaines de milliers de morts. Si vous voulez, l'origine de cette guerre-là, en tout cas l'origine directe, circonstanciée directe de cette guerre-là, ça tend forcément, que ce soit un massacre ou pas, à s'estomper dans une certaine mesure. Le deuxième point, c'est que il y a des guerres ailleurs.
Et si vous voulez, aujourd'hui, en Occident et ailleurs, les gens suivent l'Ukraine, ils suivent ce qui se passe, alors peut-être de manière beaucoup plus distante parce que c'est plus loin, ce qui se passe dans l'Afrique des Grands Lacs, ce qui se passe en Birmanie. Et puis si vous ajoutez à tout cela une actualité électorale américaine absolument fondamentale et cerise sur le gâteau beaucoup plus agréable, les JO, écoutez, vous savez, l'actualité... Une actualité en chasse une autre. À l'époque moderne, oui, bien sûr. Sûr. Alors, il y a tout de même un autre phénomène, Frédéric Ancel, qui est ensuite apparu au fur et à mesure, dès le lendemain du 7 octobre, finalement. C'est que pour beaucoup de personnes, finalement, qui ont rendu aussi le 7 octobre invisible, les victimes sont peu à peu devenues les bourreaux. On peut même parler de phénomènes inédits. Oui, alors, ça c'est alors, vous avez un mélange d'inversion accusatoire et de victimisme idéologique. Alors, quand vous êtes au croisement des deux, au fond, vous faites porter à la victime quelque part la responsabilité non seulement de ce qui lui est arrivé, mais peut-être pire que ça, vous allez considérer et qualifier l'État qui est très objectivement celui qui est né, alors non pas de la Shoah, puisque je rappelle que le mouvement indépendantiste juif, le sionisme, commence dès les années 1860, 70, 80, mais vous allez quand même faire porter la responsabilité au fond de manière très très paresseuse et confortable, la responsabilité de ce qui lui arrive. Je dis paresseux et confortable parce que finalement, si Israël, l'État d'une partie des rares rescapés de la Shoah, peut se conduire de manière entre guillemets inhumaine, voire toujours entre guillemets bien sûr aux yeux de certains identique, vous comprenez bien que finalement il n'y a plus d'empathie à avoir. Et je pense que ça c'est un phénomène extrêmement délétère et intellectuellement dangereux. Et je le dis très rapidement, vous pouvez parfaitement, j'ai presque envie de dire qu'en tant que citoyen, on doit porter la critique et je le fais en permanence, notamment sur le gouvernement israélien, certainement le plus mauvais depuis la création d'Israël en 1948, et les Israéliens le disent tous les jours et chaque semaine dans la rue et dans les sondages, et en même temps, ne pas remettre en cause le droit fondamental, juridique, philosophique et moral de cet État à exister. Et on peut faire tous ces constats tout en déplorant également évidemment le nombre de pertes civiles côté palestinien, plus de 38 000 morts selon le Hamas, des données qui restent évidemment difficilement vérifiables. On va accueillir Françoise également qui est avec nous au téléphone, qui nous appelle d'Île-de-France. Bonjour Françoise. Bonjour. Vous souhaitiez également réagir. Oui. Vous, Françoise, vous trouvez qu'on aurait pu justement profiter des Jeux Olympiques pour remettre davantage en lumière le sujet des otages? Exactement. C'est une... Oula. C'est une... Oui, c'est vous êtes en voiture. D'accord. Non, pas du tout en plus. Mais non, je suis chez moi tranquille. Voilà, je regarde les JO justement. Et je pense que c'était une vitrine pour pouvoir... Il y avait en plus l'équipe israélienne dont on a beaucoup parlé, uniquement pour des raisons de sécurité. Et on aurait pu en profiter pour au moins les laisser arborer le petit ruban jaune pour le retour des otages à la maison. C'est pas prendre une position pro-israélienne ou anti-palestinienne. C'est juste que ce ne sont pas des prisonniers politiques, comme certains voudraient le faire croire. Ce sont des otages. C'est important ce que vous dites, Françoise. Frédéric Ancel, c'est vrai que on a tendance à juger le problème des otages comme un sujet politique. Mais est-ce un sujet politique, finalement, ce problème des otages ? C'est surtout un sujet moral et juridique. C'est strictement interdit en droit international de capturer des civils, y compris en temps de ce qu'on considère à tort ou à raison comme étant une guerre. D'ailleurs, c'est très exactement en droit international ce qu'on appelle un crime de guerre. Et ce qui me permet d'ajouter, sur ce que Madame a dit et sur les propos très justes de votre émission, c'est que ce qui s'est produit le 7 octobre dernier n'est pas seulement une attaque militaire. Au fond, vous savez, la guerre, c'est la guerre. Je suis bien placé pour en parler. C'est 32 ans que j'enseigne la géopolitique. Et malheureusement, des soldats qui sont des humains par ailleurs sont tués et ils tuent à leur tour. Mais là, on a assisté à un gigantesque pogrom qui était dûment largement organisé, qui s'est poursuivi par la capture et par le maintien dans des conditions épouvantables d'otages. Donc là, il n'y a strictement rien, si vous voulez,
à j'allais dire, à sauver moralement d'un point de vue politique. Ce n'est pas parce qu'on est dans un contexte de guerre que un groupe, en l'occurrence terroriste, doit pouvoir se comporter de manière inhumaine. Merci beaucoup Françoise d'avoir réagi sur notre antenne. Je vous en prie. Oui. Non, mais je vous remercie en fait, tout simplement. Merci à vous. D'accord. Merci et bonne journée merci, à vous. Merci Françoise. Ahmed Benchemsi est toujours avec nous, porte-parole et directeur de la communication de Human Rights Watch pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Vous avez publié ce rapport qui relate les crimes, notamment contre l'humanité, perpétrés contre des civils lors de ces attaques du 7 octobre. Vous le disiez aussi tout à l'heure, rapport qui révèle également que le Hamas n'est pas le seul groupe armé qui a participé aux attaques du 7 octobre. Et cette information, elle est d'une importance particulière. Des groupes armés rattachés à des mouvements considérés jusqu'ici comme des mouvements de résistance. On pourrait donc les qualifier de mouvements terroristes, Ahmed Benchemsi, ces mouvements qui ont participé finalement également aux attaques du 7 octobre. Est-ce que votre rapport pourrait faire requalifier ces mouvements ? Non, pour une raison simple, c'est que nous n'utilisons pas le terme terroriste parce qu'il n'y a pas de consensus international sur ce que ça veut dire, ce terme. En fait, le terme terroriste et terrorisme sont définis de manière différente en fonction des législations de chaque pays. Ça ne veut pas dire exactement la même chose en France, aux États-Unis, dans d'autres pays européens, dans des pays arabes. Et donc, du coup, vu le manque de consensus, on l'utilise pas non plus pour Daesh et Al-Qaïda, c'est tout vous dire. Par contre, on qualifie les groupes armés, déjà ça c'est un fait objectif, le Hamas est un groupe armé, et on les qualifie en fonction des faits qu'ils commettent, et non pas en fonction de qui ils sont ou de leur légitimité. Et ces faits, en l'occurrence, le 7 octobre, on les a qualifiés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Mais je voudrais aussi réagir à ce qu'a dit votre intervenant précédent quand il a parlé d'inversion de la charge de la culpabilité, etc. Je me porte en faux par rapport à ça. Il ne s'agit pas d'un phénomène psychologique de masse. Il s'agit justement d'examiner les faits. Et les faits, on applique le droit international avec équité aux deux parties. Alors oui, le Hamas a commis des crimes de guerre et même des crimes contre l'humanité le 7 octobre, mais il ne faut pas non plus minimiser les graves violations qui ont été commises par l'armée israélienne depuis. Il y a eu des bombardements illégaux de civils palestiniens massivement dans une grande majorité d'enfants et de femmes. L'utilisation répétée et illégale du phosphore blanc par l'armée israélienne, le blocage de la nourriture, de l'eau, du carburant, ce qui constitue une punition collective, aussi un crime de guerre, sans oublier le crime contre l'humanité d'apartheid, de persécution contre les Palestiniens qui dure depuis quelques années. Tout cela n'est pas un à côté qu'on peut dire en une phrase en disant 40 000 morts, mais la responsabilité de ce chiffre incombe au Hamas. Ce chiffre est utilisé aussi par l'armée israélienne, c'est vous dire, et par l'ONU. Donc oui, reconnaissons les crimes où qu'ils se produisent. Le 7 octobre est un crime contre l'humanité. Ce qui se produit à Gaza depuis est absolument inacceptable et relève de crimes de guerre massifs commis par l'armée israélienne. Merci Ahmed Benchemsi. Merci Ahmed Benchemsi d'avoir réagi avec nous, porte-parole et directeur de la communication de Human Rights Watch pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. J'aimerais vous laisser répondre à ce qui vient d'être dit, Frédéric Ancel. Vous restez avec nous s'il vous plaît, on vous reprend dans quelques petites minutes, juste le temps de marquer une courte pause et bien sûr le journal permanent avec Maud Tambellini. Restez avec nous s'il vous plaît, à tout de suite sur Europe 1. Europe 1 et vous, 11h, 13h, Mickaël Dorian. 11h35 dans Europe 1 et vous, et Frédéric Ancel, géopolitologue et spécialiste du Moyen-Orient, est toujours avec nous, Mickaël Dorian. Oui, merci d'être resté, Frédéric Ancel. Nous parlions juste avant la pause de ce rapport de Human Rights Watch qui met en lumière les différents crimes, notamment contre l'humanité perpétrés contre des civils lors des attaques du 7 octobre. Est-ce que vous aviez pris connaissance de ce rapport, Frédéric Ancel ? Oui, bien sûr. Non, mais non seulement j'en ai pris connaissance, mais ça fera plaisir à votre intervenant précédent. Je le trouve très courageux. C'est-à-dire que Human Rights Watch est souvent accusé par différents belligérants, et c'est vrai, y compris au Proche-Orient, par les Israël ou les pro-israéliens, de partialité. Or, sur cette question-là, lorsqu'on lit le rapport, non. C'est un rapport très objectif et assez courageux, justement, au regard des critiques que va nécessairement prendre Human Rights Watch pour avoir critiqué précisément, ou condamné même, les actes, les crimes contre l'humanité perpétrés par le Hamas et par ses alliés. Donc non, là-dessus, il n'y a pas de problème. Simplement, votre émission évoque essentiellement ce qui s'est produit le 7 octobre. Et le 7 octobre, ce n'est pas qu'une opération militaire, comme je le disais, c'est un véritable massacre. Et sans le caractère criminel contre l'humanité de l'opération du Hamas, il n'y a pas la guerre. Je veux dire qu'il y a un contexte de guerre depuis maintenant au moins 1948, c'est pas contestable, mais la manière à laquelle je ne souscris absolument pas, bien évidemment, que je critique et que je condamne, mais la manière dont le gouvernement israélien, et ça aurait pu être d'ailleurs un gouvernement
moins extrémiste, ça aurait pu être un gouvernement de gauche, peu importe. La manière dont il a réagi ne peut s'expliquer que par la dimension pogromiste effrayante de ce qui s'est produit le 7 octobre. Encore une fois, j'insiste, si ça n'avait été qu'une opération militaire au fond assez classique, jamais un gouvernement israélien ne se serait engagé aussi massivement dans une opération aussi meurtrière. Et merci Frédéric Ancel pour ces précisions. Merci d'avoir été avec nous.